Notre commission d'enquête poursuit ses travaux relatifs au rôle de la commande publique dans la promotion de la souveraineté numérique et à la genèse d'une décision politique qui a été lourde de conséquences en la matière, celle qui a conduit à confier l'hébergement de la plateforme des données de santé, la PDS, à Microsoft Azure, solution soumise au droit extraterritorial américain. Ce projet a été imaginé dans les années 2018-2019 dans le but de faire de la France un leader européen de l'exploitation des données de santé au profit de la recherche, alors que notre pays disposait d'un système de collecte parmi les plus avancés au monde, le Système national des données de santé, SNDS, mais ne le valorisait pas suffisamment. Paradoxalement, dès l'origine, il semblerait que la solution d'un hébergement souverain pour ce nouvel outil censé faire de la France un leader de la recherche en santé ait été écartée au motif que les éditeurs français ou européens ne proposaient pas sur étagère les fonctionnalités attendues. Et nous en avons eu confirmation avec Madame la ministre Agnès Buzyn dans l'audition précédente. Nous recevons donc Monsieur Cédric O, ancien conseiller chargé de l'économie numérique au cabinet du président de la République et du Premier ministre de mai 2017 à mars 2019, puis secrétaire d'État chargé du numérique du 31 mars 2019 à mai 2022 pour échanger avec lui à ce sujet. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite, appuyer sur le bouton de votre micro et dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Monsieur le ministre, auprès du président de la République, puis au sein du gouvernement, vous avez participé à la définition de la politique de souveraineté numérique du pays. Pouvez-vous nous éclairer sur la genèse de la PDS, la plateforme des données de santé, et les conditions dans lesquelles l'arbitrage relatif à son hébergement a été rendu ? Des organismes extérieurs, comme des cabinets de conseil, ont-ils pu avoir une influence sur ce processus ? Nous savons que Capgemini a accompagné la phase de préfiguration de la PDS. Vous étiez par ailleurs membre du gouvernement au moment de l'élaboration de la doctrine Cloud au centre, formalisée par une circulaire du Premier ministre du 5 juillet 2021. À quels enjeux répondait précisément cette circulaire ? 4 ans plus tard, estimez-vous qu'il y a eu une prise de conscience suffisante dans la sphère publique sur les risques suscités par les législations extraterritoriales auxquelles sont soumises certaines entreprises non européennes ? Sur ce dernier point, nous voyons naître des partenariats entre des hyperscalers américains et des entreprises françaises comme Bleu, qui regroupe Orange, Capgemini et Microsoft, ou S3NS avec Thales et Google, afin de proposer des solutions hybrides à la fois souveraines et reposant sur des technologies américaines. Quel regard portez-vous sur leur viabilité ? Plus généralement, quel rôle devrait selon vous jouer la commande publique pour promouvoir l'innovation dans le domaine numérique ? Je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme les membres de notre commission d'enquête, que je remercie une nouvelle fois pour leur présence. Très bien. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour votre invitation à venir m'exprimer devant vous. Et effectivement, dans les points que vous m'aviez fait parvenir par vos équipes préalablement à cet entretien, vous souhaitiez que je m'exprime sur 2 sujets. La question de la souveraineté numérique, d'une manière assez générale, et le rôle que la commande publique peut jouer dans cette souveraineté-là, et plus particulièrement les conditions de choix du Health Data Hub, du HDH, début 2019. Donc, si vous me le permettez, je vais traiter ces 2 sujets successivement. Alors, commençons d'abord par le sujet de la souveraineté numérique. Je pense que si on est lucide, on peut dire que le risque que courent l'Europe et la France aujourd'hui en matière de numérique, c'est de sortir de l'histoire. La domination technologique américano-chinoise aujourd'hui en matière de numérique est énorme. Elle s'exprime dans les montants qui sont investis chaque année par ces 2 pays. On pourra revenir sur ces montants. Elle s'exprime au quotidien, on l'a vu pendant le Covid, à travers la dépendance qui peut être la nôtre à des outils numériques américains et chinois, voire coréens, au jour le jour. Ça ne veut pas dire que les choses ne s'améliorent pas, on pourra y revenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire.
Mais cela veut dire que, dans le fond, les États-Unis et la Chine, mais les États-Unis particulièrement depuis à peu près, je dirais, le décrochage date de la crise de 2008, ont décidé d'investir dans leur souveraineté technologique et dans leur domination technologique du monde des sommes que nous n'avons pas investies en Europe. Je rappelle quelques ordres de grandeur qui donnent à peu près la différence. Aujourd'hui, alors j'ai les chiffres pour 2022, je n'ai pas les chiffres pour 2025, mais ça donne des ordres de grandeur. En 2022, les fonds investis dans les startups américaines, chaque année, c'est 300 milliards d'euros. Chaque année. Les fonds investis dans les startups européennes, en 2022, c'est un peu moins de 100 milliards. Dans les startups françaises, c'est 15 milliards. C'est le flux, ça. Ça veut dire que chaque année, les Américains mettent 200 milliards de plus dans leur domination technologique. Je pense que c'est de là qu'il faut commencer la question de la commande publique, de qui sont les acteurs dominants, pour une raison assez simple. Vous vous posez la question de savoir comment la commande publique peut favoriser l'émergence de champions européens. Je vais vous donner quelques autres chiffres qui me semblent illustrer l'ampleur du problème. La commande publique de cloud, alors il se trouve que pour préparer cet entretien, j'ai regardé l'entretien de Stéphanie Cher, la directrice de la DNUM, qui donne des chiffres très intéressants. La commande publique de l'État central, 130 millions d'euros par année. 130 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est rien du tout au regard des enjeux. Le chiffre d'affaires de OVH, c'est 1 milliard. C'est-à-dire que même si toute la commande publique se focalisait sur le seul acteur français, et heureusement, elle ne se focalise pas que sur un acteur français, on augmenterait son chiffre d'affaires de 10%. Donc, autre chiffre, le revenu de AWS, le leader mondial du cloud, c'est 100 milliards d'euros par année. Chaque année, il gagne 100 milliards d'euros. Oui, c'est ça. Attendez, je crois que c'est pas 100 milliards d'euros. Je reprends les chiffres. 100 milliards d'euros, c'est leurs investissements. Ce qui veut dire que leurs revenus... Je me suis noté les chiffres. Ouais, les revenus, c'est 107 milliards d'euros. Donc, c'est à peu près le niveau de leurs investissements. Donc, ceci pour dire que, dans le fond, la nécessité de faire émerger des champions français est absolument prégnante, mais que c'est le premier risque auquel nous sommes confrontés. C'est d'autant plus un risque qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le fait que c'est devenu aujourd'hui un des premiers facteurs de souveraineté et de compétitivité, je suis concerné au premier chef, notamment à travers Mistral, le risque que lorsqu'on veut faire de la commande publique, on se tourne vers un ensemble vide dans un certain nombre de technologies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de provider français, de fournisseurs français ou de fournisseurs européens, est extrêmement fort. Mais le premier sujet sur lequel se poser, c'est comment on fait pour faire émerger des champions technologiques français et européens qui sont au niveau de la compétition internationale. Pour ça, il y a trois leviers que je voudrais aborder, qui sont la question de l'écosystème, je n'y passerai pas beaucoup de temps, la question de la réglementation et la question de la commande publique. Sur la question de l'écosystème, je rappelais les chiffres tout à l'heure. Alors, on va s'intéresser, si on s'intéresse par exemple aux levées de fonds qui ont été celles des startups françaises en 2018, donc préalablement au choix du Health Data Hub. En 2018, les levées de fonds des startups françaises, je crois que c'est à peu près 3 milliards d'euros par an. À comparer à l'époque aux 300 milliards d'euros, ça devait être 200 milliards à l'époque, des Américains. Aujourd'hui, en 2022, c'était 15 milliards d'euros par an. Et il me semble qu'un des premiers éléments qui devrait faire l'objet de recommandations, c'est la nécessité de faire en sorte que l'on construise en Europe un écosystème de financement. Le premier sujet, c'est le financement. Les Américains ont accès à des poches de financement de milliers de milliards d'euros liés à l'existence de leurs fonds de pension qui n'existent pas en Europe. En Europe, on a l'épargne. Et donc la question d'une orientation d'une part de l'épargne européenne devrait être, à mon avis, complètement cruciale dans le cadre de la souveraineté technologique européenne. Premier élément. C'est quelque chose, si vous voulez, on y reviendra, je ne suis pas certain que ce soit le lieu d'en discuter aujourd'hui, sur lequel, quand j'étais ministre, nous avons passé énormément de temps, ce qui nous fut parfois d'ailleurs un peu reproché, y compris dans ces murs, d'accorder un peu trop de priorité aux startups françaises et un peu moins au reste de l'économie. De manière générale, avec un certain nombre de résultats, je le disais tout à l'heure, en 2018, les levées de fonds des startups françaises, c'est 3 milliards d'euros. Lorsque je quitte mon poste, c'est 15 milliards d'euros par an. Et on a vu émerger dans l'ensemble du territoire français, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai à Montpellier, c'est vrai dans le Nord, c'est vrai un peu partout en France, des actifs technologiques et des entreprises qui aujourd'hui font partie de la souveraineté nationale française, qui encore une fois n'existait pas auparavant.
tiens à signaler par ailleurs à ce propos que nous avions fait un plan particulier que j'avais annoncé chez OVH de mémoire en mai 2021 de 2 milliards d'euros pour le cloud. Donc ça, c'est le premier élément, et le premier élément, c'est un sujet de financement. Si on ne met pas de l'argent massivement dans un contexte budgétaire que je connais, dans nos startups, on peut faire ce qu'on veut avec la commande publique, il ne se passera rien. Le deuxième élément, c'est la question de la réglementation, qui me semble importante à deux égards. D'abord, puisque en lien avec la question de la commande publique, vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, à part sur des domaines de souveraineté très particuliers, notamment la défense, la capacité de l'État à favoriser des acteurs français ou européens, en tout cas nativement français ou nativement européens, est nulle. Il n'existe pas de possibilité pour des applications générales de favoriser des acteurs français et européens. C'est lié aux règles européennes de marché public. Honnêtement, je le regrette, mais tant qu'on ne change pas ça, on ne changera pas grand-chose. C'est d'autant plus vrai dans le domaine du cloud que la question de la réglementation et des niveaux de sécurité est fixée au niveau européen. J'imagine que vous avez parlé avec Guillaume Poupard ou avec Vincent Strubel de la question de la réglementation EUCS, qui est la réglementation européenne applicable au niveau du cloud. Il y a, depuis que j'étais ministre, puisque les négociations ont commencé à cette époque-là, et encore aujourd'hui, des négociations au niveau européen pour obtenir de nos partenaires européens que nous puissions avoir un critère d'insensibilité à l'extraterritorialité dans le plus haut niveau de sécurité rendu possible par l'Union européenne. Comme Vincent Strubel a dû vous le dire dans son audition, encore aujourd'hui, alors même que la situation géopolitique a changé, il n'est pas acquis que nos partenaires allemands, nos partenaires néerlandais nous autorisent à mettre l'insensibilité aux données aux lois extraterritoriales américaines comme critère de choix, y compris des achats publics. Et on peut le regretter, je le regrette à titre personnel, mais aujourd'hui, il n'y a pas de volet légal, à part dans des cas extrêmement particuliers, qui puissent permettre à l'État d'avoir une base juridique pour faire un choix qui soit un choix de fournisseurs français ou européens. Il y a un élément qui me semble absolument essentiel, qui n'est pas directement lié à la commande publique, mais sur lequel je veux attirer l'attention des sénateurs et des sénatrices, c'est la question des abus de position dominante. Aujourd'hui, une part de la domination américaine dans le cloud est liée à une verticalisation des solutions qui est de facto un abus de position dominante, vraisemblablement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'hyperscalers vont vendre en même temps l'hébergement, les applications, un certain nombre de traitements de données, et que c'est la verticalisation de ces applications qui fait qu'aujourd'hui, ils dominent dans le cloud. Si on regarde ce sujet, parce qu'il me semble absolument au cœur du débat qui nous agite, la question de l'infrastructure, il y a savoir-faire des serveurs pour héberger les données, c'est facile. Tout le monde sait le faire. Les Français, les Américains, les Anglais. Le problème, là où l'Europe a du retard, c'est sur les applications. Quand Google vous vend des services, derrière, il y a le cloud Google. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs là avec Microsoft. Et la vente à l'éducation nationale. La domination de Microsoft dans Microsoft Office tire la domination de Microsoft dans le cloud. Auprès de l'État français, on peut le regretter, auprès de toutes les grandes entreprises françaises. Aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives à Microsoft Office, Word, Excel, etc. Et comme Microsoft choisit de vendre tout cela packagé en bon français avec du cloud, si vous utilisez Word ou Excel, vous êtes obligé d'utiliser Office. Et donc, c'est les applications, dans le fond, qui font la différence. La grande différence entre les Français, entre OVH, Scaleway et les Américains, c'est les applications, ce n'est pas l'hébergement. On aura l'occasion d'y revenir au moment du HDH. Pardon, je suis un peu long. Dernier élément sur les achats publics. Donc, je le disais, le premier sujet, c'est le financement. Le deuxième sujet, c'est la réglementation, à la fois en ce qui concerne les standards et en ce qui concerne certaines verticalisations de vente. Le troisième, c'est les achats publics. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça a un impact important, mais ça a un impact limité. Je donnais les ordres de grandeur. Et à peu près tout se décide au niveau européen. Et là, je vais le citer assez rapidement, mais aujourd'hui, quand vous êtes une PME, aujourd'hui, moi j'ai créé une entreprise qui fait 20 personnes au-delà de mes responsabilités dans d'autres entreprises. La capacité à gérer toute la relation avec l'administration, elle est extrêmement faible. Les appels d'offres sont trop complexes, trop longs, trop incertains, trop illisibles.
Et donc, le seuil de mise en concurrence à 40 000 € est beaucoup trop bas pour les startups. La culture des acheteurs, qu'ils soient publics ou dans les grands groupes, est extrêmement faible pour aller vers l'innovation. Et donc, il me semble que cela fait extrêmement longtemps qu'on parle d'un Small Business Act. Il serait plus que bienvenu que l'Europe s'en saisisse. Encore une fois, ça ne se décidera pas par la France toute seule. Il va falloir convaincre nos partenaires européens. J'en profite pour souligner une initiative que je trouve excellente qui a été prise par le gouvernement dernièrement, qui s'appelle « Je choisis la French Tech », qui permet que non seulement on sensibilise les acheteurs publics, mais également les acheteurs des grands groupes, parce que les problèmes que vous allez rencontrer à travers l'achat public, le faible recours aux startups, est exactement le même dans tous les grands groupes français. Voici pour la question de la souveraineté et des défis auxquels on fait face en matière de technologie. Ça pourrait être développé plus avant, si vous le souhaitez, on pourra rentrer dans les chiffres. Sur la question du HDH en particulier et des conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Alors, peut-être d'abord repositionner ma position. Vous l'avez évoqué, j'ai eu des affaires au HDH dans deux positions différentes. La première, jusqu'au 31 mars 2019, j'étais effectivement dans une forme de rôle d'observateur, puisque j'étais conseiller du président et du Premier ministre en charge de l'économie numérique et des participations publiques. Et c'est donc dans ces cadres-là que j'ai été informé du choix du ministère de la Santé de recourir à la plateforme HDH, puisque je crois que de mémoire, le choix se fait en mars 2019, donc préalablement au moment où je suis ministre. Et je suis ensuite nommé ministre le 31 mars 2019, où j'ai la tutelle de la DINUM, donc de la Direction interministérielle du numérique, entre le 31 mars 2019 et le remaniement de juillet 2020, date à laquelle je perds la tutelle sur la DINUM, puisque dans une espèce de jeu de bonneteau des portefeuilles ministériels, je récupère les télécoms, la couverture numérique du territoire, et la DINUM passe chez Amélie de Montchalin. Donc, j'ai des relations, entre guillemets, avec le HDH entre mars 2019 et juillet 2020. Au-delà de juillet 2020, je ne suis plus en charge de la question de la transformation numérique de l'État. C'est Amélie de Montchalin qui récupère le portefeuille. Sur la première partie, premièrement, comme vous le savez, j'ai décidé de quitter le gouvernement, enfin de quitter le service de l'État, et je suis aujourd'hui entrepreneur. Je n'ai plus accès aux documents dont je vais vous parler. Ils ont 6 ans, on parle d'une décision qui a lieu il y a 6 ans, donc je vais essayer de mobiliser ma mémoire pour décrire le processus de choix, mais vous m'excuserez s'il y a quelques inexactitudes, mais je n'ai plus accès à l'administration pour vérifier mes dires. Comment fait-on le choix du HDH? Vous l'avez très bien dit. En mars 2018, il y a la présentation de la stratégie française pour l'intelligence artificielle, faisant suite à la remise du rapport Villani, avec l'identification d'une opportunité extraordinaire dans le domaine de la santé liée à la taille des bases de données françaises, premièrement le SNDS et la base de données de l'APHP, qui sont 2 des bases de données parmi les 5 plus grandes bases de données du monde. La France n'est pas en avance, c'est encore pire en 2019 en matière de technologie, mais elle a une opportunité en intelligence artificielle, c'est qu'on a des très grandes bases de données. Et il y a une forme d'urgence à se dire comment on peut faire en sorte d'exploiter ces bases de données pour commencer à faire de la recherche. Pardon, pourquoi l'urgence ? Parce que ça va très vite dans l'intelligence artificielle. Parce que l'émergence des algorithmes dont on parle et les percées en intelligence artificielle, ça date de 2017. Le chamboulement que vous voyez avec ChatGPT en 2022, il y a vraiment il y a 2 dates fondatrices en intelligence artificielle, 2014-2017. En 2017, c'est un papier qui s'appelle Attention is all you need, qui révolutionne le domaine de l'intelligence artificielle. Et les choses vont extrêmement vite. Je vous prends un exemple. ChatGPT, c'est né en décembre 2022. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2025. ChatGPT vaut 330 milliards d'euros. En intelligence artificielle, il faut être les premiers. Si vous n'êtes pas les premiers, c'est la règle dans le numérique. C'est, pardon, de l'anglicisme, mais la règle, c'est winner takes it all. Le premier qui arrive, qui prend tout le marché, il a gagné. Et donc, à l'époque, mais on y viendra parce que c'est un sujet de décision qui est un des drivers de la décision à l'époque, enfin un des facteurs de la décision, on décide d'aller très vite. Ouais. On décide qu'on veut profiter du fait qu'on a des bases de données qui sont plus grandes que celles des Américains pour aller très vite et prendre un avantage. Et ça fera partie de
des facteurs de décision. Le ministère de la Santé travaille sur le sujet. Je crois que c'est la DRES, donc la direction qui s'occupe des études et de la recherche, qui instruit le sujet. Je crois que vous avez auditionné Stéphanie Combe. Et comme je disais tout à l'heure, la décision se prend courant mars 2019. Donc je suis encore conseiller du président et du Premier ministre quand la décision se prend. Je me souviens d'une note qui était remontée de la part du cabinet de la ministre de la Santé, qui listait un certain nombre de choses. La question de l'hébergeur, à l'époque, un sous-sujet. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de sujets sur qu'est-ce qu'on allait traiter, quel type de recherche médicale on voulait faire, quels étaient les premiers projets. Et on était beaucoup plus intéressé par cette partie-là, qui était quels étaient les premiers projets qui allaient être traités. Et je me souviens très bien que donc la note recommande à l'époque de choisir Microsoft. Et je me souviens avoir posé la question. Avoir dit, est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas d'hébergeur français? Et alors vraiment, là, c'est vraiment de mémoire. Je me souviens que la réponse est celle qui a dû vous être donnée. Il y a une vingtaine d'entreprises qui ont été consultées. On estime que pour des raisons de cybersécurité et pour des raisons de performance, aujourd'hui, si on veut démarrer vite, il n'y a que Microsoft. On a des notes là-dessus, on a des échanges. Alors, je me souviens qu'il y a eu... Non, il y a eu des courriers. Non, il y a eu, je pense, une note à l'époque. Alors moi, je ne l'ai plus. Donc je vous invite à la demander au ministère de la Santé. Mais moi, je n'ai plus ces notes puisque j'ai quitté le gouvernement. Mais je me souviens qu'il y a eu... il y a eu des notes. Bref. Bon. Après, je reviendrai sur les considérants sur le choix de Microsoft. Mais à l'époque, l'essentiel des achats de l'État se fait auprès de clouders français. C'est assez cohérent avec ce qu'on veut faire. Bon, donc, et puis de toute façon, je veux dire, d'une certaine manière, vous êtes conseiller du président et du Premier ministre. Il y a une étude objective avec des critères objectifs qui a été faite par l'administration. Quoi que vous en pensiez, ça n'existe pas que vous changiez la décision. Hein. Je veux dire, ça, vous finissez pour délit de favoritisme. Donc, et heureusement, vous n'avez pas le choix de faire changer la décision. Là, il y a toute l'administration qui a fait une note, c'est carré. Il y a un seul fournisseur, c'est Microsoft. On peut en penser ce qu'on veut. Je pose la question, la réponse me semble faire sens. Bon, bref. Donc là, à l'époque, je suis... On pourra revenir parce que je pense que la décision faisait sens. Et on peut je comprends que ça fait qu'aujourd'hui vous posez des questions. Je pense qu'encore aujourd'hui que la décision faisait sens. Puisque la décision, pour le rappeler, c'est de dire on commence avec quelques cohortes, on veut commencer vite, il n'y a que Microsoft qui permet de le faire. On expérimente avec Microsoft sur 1 ou 2 ans, en espérant que les solutions françaises vont rattraper ce que fait Microsoft. On garde de la réversibilité. Alors, la réversibilité, ce n'est pas simple, hein, mais on garde, on prend les dispositions techniques qui permettent de changer d'avis si on veut changer d'avis, qui permettront éventuellement de passer sur un cloud français s'il est prêt un peu plus tard. Bref, je continue assez rapidement, puisque ensuite, entre mars 2019 et juillet 2020, qui est le moment où j'ai la tutelle sur la DINUM, là, il faut mettre en place la solution. Mais je rappelle quand même une seule chose. C'est un dossier ministère de la Santé. C'est-à-dire, à l'époque, chaque ministère est responsable de sa politique du numérique. Il n'y a pas de tutelle de la DINUM sur les ministères. Ça viendra, je crois, un peu plus tard. Vraiment, c'est mes problèmes je ne me souviens plus exactement, mais cet élément a été corrigé plus tard. C'est que la DINUM a des droits de veto aujourd'hui sur les projets numériques des ministères. Mais à l'époque, sauf erreur de ma part, les ministères font ce qu'ils veulent, pour le dire très directement. La DINUM est en position d'appui technique. Elle avait, je crois, dans le cadre du processus du choix en 2019, considéré que l'analyse technique qui avait été faite par la santé était valable. Bon, donc moi, j'ai la supervision de la DINUM qui est en appui du ministère de la Santé jusqu'en juillet 2020. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est Amélie de Montchalin qui s'en occupe à partir de 2020. Pardon, j'ai été trop long, mais je voudrais finir par un élément de commentaire. Le paysage du cloud français en 2019 n'a rien à voir avec le paysage du cloud français en 2025. Je rappelle qu'en 2019, ce qui domine les débats sur la question du cloud souverain, c'est l'échec de CloudWatt et Numergy en 2015-2016. En 2015-2016, il y a une initiative du gouvernement français pour faire émerger un cloud souverain qui travaille avec SFR et Orange, qui finit, mais tous les acteurs du dossier vous en parleront, dans une gabegie totale d'argent public. Il n'y a pas de clients. On investit des millions d'euros.
Et je crois le contribuable et les deux entreprises perdent des dizaines de millions d'euros dans un dossier du cloud souverain. Et le sujet, à l'époque, de l'extraterritorialité des lois américaines commence déjà, mais il est assez peu présent. Il est d'autant plus peu présent que, je crois que vous avez discuté lors des auditions du référentiel Secnum Cloud, qui est donc le référentiel le plus élevé de sécurité du cloud français, fait par l'État et l'ANSSI. Il est décidé en 2016, le référentiel, donc sous les gouvernements de François Hollande. En l'occurrence, je n'y étais pas, je n'y étais plus, puisque j'étais dans les gouvernements de François Hollande entre 2012 et 2014. Mais en 2016, le référentiel de sécurité le plus élevé de l'État français ne comporte aucun sujet d'immunité par rapport au droit extraterritorial. Donc à l'époque, au moment où on prend la décision, bien sûr qu'on se pose des questions, mais le sujet n'est pas du tout le même. Et il est d'autant moins le même que l'écosystème français du cloud n'a rien à voir à l'époque et aujourd'hui. Il y a des entreprises comme OVH, Scaleway, Outscale, Clever Cloud sont dans un niveau de maturité qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Je rappelle que c'est un niveau de maturité en termes de performance, c'est un niveau de maturité en termes de sécurité. Je rappelle quand même que il y a eu quelques problèmes chez des clouders français en matière de sécurité avec des pertes de données liées à des incendies dans des data centers. Il y en a proposé. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a l'émergence. Aujourd'hui, une entreprise comme OVH, ça a toujours été une super entreprise, mais ils ont un niveau de maturité. Une entreprise comme Outscale a un niveau de maturité, des entreprises comme Scaleway ont un niveau de maturité qui n'a rien à voir avec celui qui était en 2019. Et donc, je pense que le choix qui a été fait à l'époque, encore une fois, ce n'est pas moi qui le prends. Donc, je suis très à l'aise pour le défendre. Moi, je reçois la note, elle est censée... voilà. Mais le choix qui est fait, il est censé. Et dire on y va pour 1 ou 2 ans, on commence, on devait être prêt assez rapidement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le HDH, on s'en est beaucoup servi pendant le Covid. Donc c'est février 2020, le Covid, mars 2020. On a fait beaucoup de recherches. Honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas choisi Microsoft, on ne savait pas le faire pendant le Covid. Et donc, bref, j'entends qu'aujourd'hui on puisse en discuter. J'avoue que je me suis posé la question, évidemment. Ça a été l'objet de beaucoup d'interrogations par la représentation nationale. Aujourd'hui encore, je reste persuadé qu'on a pris la bonne décision. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur. Oui, j'ai bien écouté votre belle histoire, mais elle ne me convainc pas du tout. USA hors Chine, point de salut. Si vous reprenez le démarrage des GAFAM, il y en a qui en ont raconté une histoire qu'ils ont démarré dans leur garage sans moyens. Et la commande publique les a fait grandir. Si dès le départ, dans une course, on se dit « bah oui, mais j'ai un boulet au pied, je ne peux pas accéder dès l'instant que nos pépites, nos start-up, ben non, ne concurreraient pas. » Et j'ai l'impression que dans cette affaire-là, on a fait en sorte que certaines entreprises françaises ne puissent pas concourir. Et je le dis d'autant plus que vous dites maintenant c'est à maturité et qu'on a quand même halluciné quand même certains acteurs du secteur qui ont dit qu'il suffisait qu'on ait une ouverture avec une demande publique, on est capable de le faire. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors moi, j'aurais d'abord salué votre travail en tant que développeur technologique français et votre action au secrétaire d'État. Dans ce cas de commission d'enquête, moi, vous êtes quand même quelque part chez Mistral AI, superbe licorne, qui s'est imposé comme acteur clé de l'intelligence artificielle en Europe, en partie grâce à un partenariat avec Microsoft, qui inclut, bien sûr, l'infrastructure Azure. Pouvez-vous nous expliquer comment Mistral AI équilibre ses ambitions de leadership européen avec ce partenariat stratégique et quelles mesures sont mises en place pour garantir que les données traitées via Azure restent protégées contre les risques liés aux lois extraterritoriales américaines comme le Cloud Act? Alors, je vous remercie de cette question, monsieur le sénateur. Alors d'abord, je ne me suis pas occupé du choix de Microsoft, ni quand j'étais conseiller du président. Ça, vous venez de parler justement de Microsoft d'une façon générale. Vous étiez conseiller, vous avez quand même eu les notes. Et vous avez même dit que c'était la seule alternative. Vous auriez pu dire, voilà, est-ce qu'il y a une alternative française? On n'a pas de document. Mais est-ce qu'il y a des gens en France capables
de faire. Et dès le départ, vous dites non, c'est pas possible, c'était pas jouable, ils n'étaient pas prêts. Et moi, quand on les écoute, on les a auditionnés, on dit si on avait une commande, on serait parti. Il nous suffit de nous dire voilà, vous avez autant de temps. C'était prêt à avoir un délit, ces gens-là. Mais dès le départ, on a dit vous ne pouvez pas concourir, il y a trop d'eux, elle est trop forte pour vous là. C'est les Américains. Alors, monsieur le sénateur, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Premièrement, est-ce que ce gouvernement peut être accusé d'avoir mal servi les intérêts, enfin le gouvernement auquel j'appartenais, je n'appartiens plus, d'avoir mal servi les startups françaises entre 2017 et 2022 ? Vous êtes élu, je crois, du Nord, donc proche de la French Tech Lille, que je connais extrêmement bien. Je vous invite à prendre contact avec les entreprises de la French Tech Lille ou de région Bretagne Sud, mesdames et messieurs les sénateurs, pour leur demander, pas à moi, est-ce qu'ils sont contents de l'action du gouvernement ? Est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement s'est mal comporté à l'égard des startups entre 2017 ? Non, mais parce que, monsieur le sénateur, laissez-moi terminer. Vous me dites, vous avez favorisé une entreprise américaine. Est-ce que l'action du gouvernement a visé à favoriser les entreprises américaines ou l'action du gouvernement a permis aux entreprises françaises d'être le premier écosystème en Europe, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et de faire émerger des champions comme il n'y en avait pas avant, pardon de le dire. Je pense que la réponse des entrepreneurs, mais encore une fois, posez-leur la question, appelez Sam Damani, le président de la French Tech Lille, posez-lui la question, et il vous répondra, il n'a aucun intérêt avec moi, je n'ai aucun intérêt avec lui. Premier élément. Deuxième élément, parce que vous semblez insinuer que nous avons favorisé Microsoft. J'ai écouté, avant de venir vous voir, parce que je cherchais à comprendre quelles étaient les questions, l'audition de Stéphanie Cher, la directrice de la DINUM. Elle donne un chiffre qui est très intéressant. Elle dit que le pourcentage des dépenses cloud de l'État français va à 95% à des fournisseurs de cloud français. Alors, moi, je veux bien, monsieur le sénateur, que vous m'accusiez de favoriser Microsoft. Mais je pose une question. Non, mais j'essaie de faire. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on donne 95% des crédits cloud des dépenses de l'État à des fournisseurs français, on favorise les étrangers? Non. Est-ce qu'il y a des cas particuliers où, pour des raisons que je vous ai exposées, de rapidité, de performance, de sécurité, on peut être amené à faire des choix localisés, temporaires? C'est le cas. Je voudrais maintenant revenir sur votre question sur Microsoft. Simplement, juste une petite précision pour la clarté du propos, pour celles et ceux qui pourraient nous regarder et qui auraient regardé l'audition à laquelle vous avez fait référence. En l'occurrence, nous avons demandé pendant l'audition et à l'issue de l'audition les précisions. À ma connaissance, le détail a été fourni. Mais très clairement, il apparaissait que les chiffres ne correspondaient pas à l'exhaustivité des dépenses réalisées par l'État. Je ne parle même pas des pouvoirs publics au sens large en matière de cloud. Parce que, par exemple, dans les données qui étaient citées, on avait fait référence au sujet qui mobilisait l'éducation nationale. Ces sommes-là n'étaient pas intégrées. Donc, nous nous invitions plutôt à être quand même extrêmement prudents et semble-t-il que beaucoup de chiffres et de données n'étaient pas mobilisés. Donc, c'est simplement ce point de vigilance que je souhaitais apporter, Monsieur le ministre. Vous avez raison, Monsieur le Président, mais je pense qu'il faut creuser cette question d'application parce qu'on est au cœur du sujet de la domination américaine. Bref. Bon, je voudrais revenir sur un élément que vous avez cité, qui a été cité. Microsoft a investi dans Mistral, effectivement, la somme de 15 millions d'euros, monsieur le sénateur. Mistral a levé, au total, 1,2 milliard d'euros auprès d'investisseurs de tout pays. Donc là, l'investissement de Microsoft représente à peu près 1%, 1,5% de cette somme au total. Je pense aujourd'hui que Microsoft n'est même pas dans le top 15 des investisseurs de Mistral. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mistral n'a pas besoin... Enfin, lors de ces levées de fonds, Mistral était dans une position où c'était Mistral qui choisissait ses investisseurs et pas les investisseurs qui choisissaient Mistral. Pourquoi est-ce qu'il y a un accord avec Microsoft? Microsoft est un des partenaires commerciaux. Comme aujourd'hui, on a des partenariats avec CMA-CGM, avec BNP, qui eux aussi ont investi dans Mistral, des sommes qui n'ont rien à voir avec celles de Microsoft, sont actionnaires bien plus élevés que Microsoft. Et comme entreprise internationale, on a des accords commerciaux avec Microsoft, on va mettre nos modèles à disposition sur le cloud OVH, sur le cloud Microsoft, sur le cloud Scaleway, et ils ont fait
1% d'investissement sur tout ce qu'on a levé. Effectivement, je pense que voilà, Mistral est indépendant de Microsoft. La volonté de Mistral, c'est d'être un champion européen. Il a été créé par des entrepreneurs qui, auparavant, travaillaient dans des grandes entreprises américaines et ont décidé de quitter ces très grandes entreprises américaines pour créer un champion européen de l'intelligence artificielle. Ça reste une entreprise internationale qui a des accords avec des partenaires internationaux. Donc vraiment, je pense que sur ce sujet-là, on est très au clair sur les relations entre... Il n'y a pas d'investissement stratégique de Microsoft dans Mistral. Il y a un partenariat commercial, comme on peut l'avoir avec d'autres entreprises. Question suivante, c'est lors des débats sur l'AI Act, Mistral AI a plaidé pour un cadre réglementaire favorisant l'innovation. Comment votre entreprise intègre-t-elle les attentes européennes en matière de souveraineté technologique dans ses choix stratégiques, notamment en matière d'infrastructure? Avez-vous envisagé des partenariats avec des acteurs européens, puisque vous dites qu'il y a des gens qui sont mieux aujourd'hui, tels qu'OVH ou Scaleway, certifiés 7000 Cloud, la plus grande certification pour renforcer l'indépendance technologique de Mistral? Alors la réponse est oui, nous avons des partenariats avec Scaleway, nous avons un partenariat important avec Outscale, qui est donc la filiale de Dassault Systèmes, et je crois qu'on doit travailler avec OVH, les modèles Mistral doivent être mis à disposition sur la plateforme OVH. Je pense que la question européenne, et qu'est-ce que veut faire l'Europe en matière d'intelligence artificielle, est cruciale. Parce que ce serait une erreur de concevoir qu'il y a d'un côté le cloud et de l'autre côté l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si nous utilisons une intelligence artificielle américaine, nous utilisons du cloud américain. Et qu'il est donc indispensable de faire en sorte de développer les usages d'intelligence artificielle dans les entreprises européennes, c'est une question de compétitivité, et de le faire avec des fournisseurs européens, pas seulement Mistral. Je veux dire, mettons Mistral de côté, faisons-le avec H, faisons-le avec Alpha en Allemagne, etc. Mais je m'inquiète un peu de voir que la Commission européenne pourrait subventionner, par exemple, des projets de data center parce qu'ils sont situés sur le sol européen, qui ne sont pas des data centers faits par des entreprises européennes. Il faut les deux. Il faut les deux, mais ce que je veux juste dire, c'est que à la fin, il me semble que la Commission européenne devrait privilégier dans ses projets Gigafactories le fait de subventionner les entreprises européennes, et encore une fois, pas que Mistral, pas que OVH, etc. Mais il me semble que là, l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer, puisque les montants dont on parle ne sont pas accessibles aux États. On parle de montants d'investissement de l'ordre de 500 millions, 1 milliard d'euros, 2 milliards d'euros, etc., etc. Et donc, je pense que là, l'Europe a un rôle extrêmement important à jouer. Mais, encore une fois, l'Europe doit jouer son rôle en subvention. L'Europe doit jouer son rôle dans la capacité à faire en sorte qu'il y ait plus de commandes en intelligence artificielle et en cloud. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à de multiples reprises. Les réglementations que l'Europe prend, notamment en matière d'intelligence artificielle, ne favorisent pas le développement de l'intelligence artificielle européenne et de son utilisation par les acteurs européens. Alors là, j'ai une dernière double question concernant les protections des données. Mistral AI collabore avec Alan, qui a remporté des marchés importants comme celui de l'économie et des finances, couvrant plus de 130 000 agents, les données de santé, soumises à des exigences strictes comme le RGPD, la certification HDS. Pouvez-vous nous préciser comment Mistral AI s'assure que ces modèles d'intelligence artificielle, potentiellement déployés via Azure, respectent ces normes et protègent les données des citoyens? Et en complément, les liens entre, Alan qui a pris des grands marchés, est-ce grâce à l'intelligence artificielle par rapport à la MGEM, à des anciennes mutuelles qui étaient importantes sur le secteur? Est-ce que c'est grâce à l'AI, à la réponse que vous avez pu faire sur les marchés? J'aimerais bien avoir les données de ces éléments. Alors, les liens entre Alan et Mistral, c'est que ça, c'est une notoriété publique. Certains des cofondateurs si je pose la question, de Mistral sont cofondateurs de Alan également. Il n'y a pas aujourd'hui de lien technologique financier entre Mistral. Ah oui, il y a des liens financiers. Non, il n'y a pas de lien financier dans le sens où, en fait, il y a, je crois, aujourd'hui, il doit y avoir 1% du capital. 5. Non. Pas 5% du capital de Mistral qui est je vous montrerai les éléments. Non. Alors ça, je peux vous garantir, c'est assez simple. Il y avait 1% à l'origine, 4,7 exactement. 2% pour les fondateurs et 1% pour la boîte. Donc
Après dilution, aujourd'hui, je pense que c'est moins, je dirais que c'est moins de 1,5% qui appartiennent à... Enfin, je suis assez sûr de moi sur le sujet. Donc, il y a ce lien-là, bon, voilà. Mais il n'y a pas de lien technologique entre Alan et Mistral. Alan utilise en partie des modèles Mistral, mais ils utilisent aussi des modèles qui ne sont pas des modèles Mistral, puisqu'ils cherchent à utiliser les meilleurs modèles. Et par exemple, en voix, Mistral ne fait pas de modèle de voix. Pour les questions sur... Bon, moi j'étais secrétaire d'État au numérique. J'ai toujours poussé le fait qu'il fallait que l'État commande le plus possible auprès des startups françaises. Et je ne vais pas critiquer les choix du gouvernement qui fait par ailleurs en toute indépendance et après audit objectif. Mais je pense, pour le coup, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de lien technologique aujourd'hui entre Alan et Mistral. Il y a des personnes qui se connaissent, mais ça ne va pas plus loin. Et la seconde réponse, qu'est-ce qui a fait que le choix des ministères ont préconisé Alan face aux anciennes mutuelles comme la MGEN ou des mutuelles qui étaient historiques pour les fonctionnaires? Alors ça, monsieur le sénateur, Mystère. Je n'en ai aucune idée. Bon, on le demandera à qui de droit. Alors, moi, monsieur le ministre, j'avais quand même quelques remarques, je crois pouvoir dire, parce que nous y étions également avec notre collègue Lorraine Josan. Nous étions à Bruxelles le 12 mai dernier. Nous avons rencontré la DG Gros. Nous avons échangé aussi avec le cabinet du vice-président Séjourné sur l'enjeu, mais ça dépasse la seule question de la souveraineté numérique, mais de l'affirmation d'une préférence européenne dans le cadre de la révision des directives marché public. Là, nous estimons que l'Europe doit cesser d'être à la traîne, alors que depuis des décennies, les États-Unis mobilisent leurs commandes publiques et nous entendons bien les montants que vous avez rappelés tout à l'heure. Et d'ailleurs, parce que la réponse de la DINUM est tombée là en milieu d'après-midi, en réalité, les 145 millions d'euros, il ne s'agit pas d'une dépense annuelle, mais du marché interministériel de l'informatique en nuage public dans le cadre du marché UGAP pour la période qui court d'octobre 2020 au 31 mai 2025. Alors, visiblement, il y a une montée en puissance, mais ça relativise quand même ce montant qui n'est donc pas un montant annuel. Et il y a par ailleurs des lacunes importantes dans les remontées de données parce que tout ce qui va concerner le SaaS n'est pas intégré dans ce marché. Il y a un sujet de périmètre également, un certain nombre de structures qui ne sont pas intégrées. Moi, le point quand même qui m'a interpellé et qui nous a, je crois, collectivement interrogé aussi avec l'audition de Madame la ministre Buzyn juste avant vous, c'est quand vous dites il y a la note de l'administration et donc à partir de ce moment-là, il n'est pas question, il n'est pas possible, grosso modo, de faire autrement. Alors encore une fois, nous n'avons pas votre expérience en la matière, mais quand pour le voir à une échelle plus locale, je suis élu par ailleurs de la région Bretagne, mais que vous avez des services qui vous font remonter des éléments qui viennent percuter de façon orthogonale une volonté politique, à tout le moins, vous remettez l'ouvrage sur le métier, vous interpellez les différents acteurs qui ont pu contribuer à l'élaboration de cette note, parce que ce qui nous a frappé, nous avons pu auditionner notamment des représentants d'OVH, c'est que, vu de leur côté, en tout état de cause, il y a eu un contact téléphonique, c'est le grand dirigeant, Octar Klava, qui nous l'a rapporté, un contact téléphonique assez informel. Pour lui, le seul contact à ce moment-là a été de cette nature. Je vous avoue que si c'est le cas, on essaye d'obtenir les confirmations nécessaires, ça nous semble quand même un peu léger. Alors que la volonté du président de la République qui avait été vue en 2017, de son équipe dont vous faisiez partie, que ce soit côté cabinet ou après au sein du gouvernement, sa volonté, elle était très clairement affirmée. Donc c'est là où... au moins, moi, je pourrais entendre qu'en définitive, on arrive à la conclusion qui était la vôtre. Mais ce qui nous semble quand même ressortir, c'est que le chemin qui a mené à cette conclusion n'a peut-être pas emprunté toutes les solutions, les directions qui pouvaient exister à l'époque.
Et qu'en tout état de cause, et ce qui se passe depuis 2019 semble nous confirmer, c'est qu'il y a un manque de volonté politique. Alors ensuite, vous n'avez plus été en charge du dossier, vous l'avez rappelé. Mais quand nous avons des ministres de la Santé notamment, qui en 2020 dit au plus tard dans 2 ans, on nous redit en 2022, en 2023, en 2024, on va engager la réversibilité, etc. Et qu'au moment où on se parle, ça n'est toujours pas réalisé. Le sujet, alors est-ce que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, mais s'il y avait eu cette volonté politique avec les moyens nécessaires, vous avez redonné les ordres de grandeur, n'aurait-on pas été en mesure de structurer cette filière parce que vous disiez bien que les premiers avaient évidemment un avantage certain, et là on a le sentiment qu'au contraire la puissance publique a plutôt tendance à attendre et à constater que comme nous sommes derrière, en réalité, on ne peut pas revendiquer grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce problème-là qui nous semble quand même un peu le nœud du sujet, parce que de l'aveu de beaucoup, il y avait en tout cas cette capacité, peut-être pas immédiate, mais à assez court terme, de pouvoir structurer cette filière. Plusieurs considérants, Monsieur le Président. Le premier, c'est que si cette question devait se reposer aujourd'hui, je pense que la réaction collective serait différente. Mais encore une fois, il faut se repositionner dans la position de 2019. Encore une fois, c'est ce que j'ai cherché de faire tout à l'heure. C'est le monde de 2019, c'était il y a 6 ans. La French Tech, ça n'a rien à voir. OVH, ça n'a rien à voir. Et a fortiori, la relation franco-américaine, ça n'a rien à voir. Pas pour dire qu'il n'y avait pas de problème sur l'extraterritorialité. Ça, je ne vais pas vous dire que personne ne s'est posé la question. Premier élément. Deuxième élément, je ne veux pas... Enfin, ma réponse avait 2 parties. Elle était de dire, bon, même si j'avais voulu changer, je n'aurais pas pu. Je veux juste vous citer un exemple qui montre quand même, et vous connaissez bien le monde public, donc dans quel monde on vit, tous anti-Covid. J'imagine que vous vous souvenez de cette application qui servait pour les passes sanitaires, etc. Tous anti-Covid. Nous avons donc dû faire le choix, donc qui a géré les déplacements, enfin, beaucoup de données sensibles, puisque tous les Français l'avaient dans la poche. Je crois qu'il y a eu 50 millions de téléchargements. Nous avions fait le choix, je ne sais plus quel était le véhicule juridique, mais là, pour le coup, j'avais été très clair dans mes instructions, c'est on va passer par des Français. On va passer Secnum Cloud tout de suite. Et on a fait procédure d'urgence de mémoire en disant hop, on y va, il n'y a qu'un seul Secnum Cloud, c'est Outscale, donc on va passer par Outscale. Il y a eu des signalements au PNF, monsieur le sénateur, pour favoritisme. Donc, je ne dis pas ça pour me défausser de la responsabilité. Je dis ça pour dire, en fait, tout le monde sait bien que quand vous êtes responsable politique et qu'il y a une note de l'administration qui vous fait un classement, oui, vous pouvez poser des questions politiques publiques, etc. Mais c'est quand même un choix extrêmement contraint. Deuxièmement, moi, il me semble que la politique d'État, elle se fait au niveau d'au-dessus, c'est-à-dire elle ne se fait pas au choix particulier, elle se fait est-ce qu'on fait la bonne politique pour les startups françaises? Est-ce que dans l'ensemble des marchés d'État, on a quand même plus qu'une majorité, donc 95% n'est pas le bon chiffre, mais plus qu'une majorité qui va à des acteurs français, qui ne va d'ailleurs pas qu'à des gros acteurs français, mais à des petits acteurs français. Et je pense que c'est ça la question de l'action politique, c'est de se dire est-ce que les grandes orientations, elles sont respectées? Et je vous dis ça parce qu'à l'époque, et je le répète, au-delà de la question juridique que j'ai évoquée, je trouvais, et je trouve encore aujourd'hui, que la recommandation du Health Data Hub faisait sens. Donc je ne veux pas non plus me défausser en disant ils ont fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je ne pouvais pas changer. C'est pas vrai. D'abord, je ne pouvais pas changer, mais par ailleurs, et Octave Klaba a fait une entreprise incroyable, il l'a fait tout seul, sans l'aide de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur comme OVH dans le cloud, et donc j'ai énormément de respect pour ce qu'il a fait. Donc il n'y a pas de problème avec OVH. Je suis allé faire l'annonce du plan cloud chez OVH. J'ai sonné la cloche quand OVH s'est introduit en bourse en 2021. Bref, je pense que la France a la chance d'avoir OVH. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un désaccord avec Octave sur ce point.
je pense que le choix qui a été fait ce jour-là, en 2019, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait, faisait sens. Voilà. Donc je mentirais si je vous disais, si je me défaussais en disant je ne pouvais rien changer. Simplement, là aussi, pour qu'il n'y ait pas de doute, parce que j'ai pu être président des instances de commande publique, la note dont nous parlons, il ne s'agit pas d'un classement comme dans le cas d'une commission d'appel d'offres, parce qu'il n'y ait pas de doute quand je dis que de notre point de vue, en tout cas, il aurait fallu explorer plus avant les alternatives éventuelles. Ce n'est pas dans l'idée, comme dans le cadre d'une CAO, de tordre le bras et de dire le classement ne nous convient pas, comment on l'organise autrement. La réalité, c'est que la note, elle n'était pas une note comme dans le cadre d'une commission d'appel d'offres. Elle estimait, elle appréhendait l'environnement économique et affirmait que, au regard des différents objectifs fixés, une seule solution pouvait être envisagée. C'est simplement ce point-là, parce que, évidemment, les uns les autres, ici, nous ne pouvons pas être soupçonnés d'une quelconque manière de favoritisme. Et d'autant plus que là, à l'échelle de l'État, c'est une différence aussi avec les collectivités. Il y a un rôle d'entraînement, de structuration. C'est pas évidemment à vous qu'on va l'apprendre, qui est autrement plus important que dans le cadre de marchés publics passés par des collectivités locales aussi importantes soient-elles. Monsieur le rapporteur. Oui, je reviens un peu sur votre préambule de dire que on ne peut rien faire. Américains, Chinois, tellement d'avance. Mais vous venez de prouver vous-même que par l'IA, on peut rattraper la bataille. Même si on a loupé le numérique, ça avance tellement vite qu'on peut revenir les premiers. Alors moi, je voudrais vous poser une question sur votre sentiment très fort, profond. Aujourd'hui, avec le Trump 2, cette guerre qui est quand même pas seulement devant, mais qui est souterraine, qui va se faire pardonner, pensez-vous qu'avoir transmis toutes les données de toute notre administration, qu'on parle des données de santé, avec, comme l'a dit Madame la ministre Buzyn, un trésor de guerre où on peut travailler, l'enseignement numérique, y compris Polytechnique. Alors on me dit, il y a des cryptages, il y a tout, mais quand on parle avec des spécialistes de cybersécurité, ils vous disent tous, quand on veut, on prend. Ils sont soumis à des lois extraterritoriales. N'est-il pas temps d'avoir dans nos marchés publics une clause de souveraineté à minima européenne, voire française, même si vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas ça, mais on peut la mettre, nous. On fait des lois pour protéger nos trésors de guerre qui peuvent servir à contrario, et même des données individuelles qui, collectées en masse, deviennent une source inépuisable d'orientation et de stratégie économique. Et là-dessus, je pense que notre rôle, c'est de dire, voilà, halte au feu. On peut, à travers, même si on est petit, par rapport à des chiffres, c'est vrai qu'on a un problème de fonds d'investissement dans la tech. Mais vous l'avez vous-même, vous êtes parti de 3 milliards, vous êtes arrivé à 15. Et pourquoi pas un peu plus? Et si la commande publique, même si elle est minime, au lieu de donner des subventions par les régions, des petits grains de café, on donnait une commande, parce que ce que nous a dit certaines personnes, nous on ne veut pas de subvention, on veut une commande. Si vous me dites, voilà, l'objectif est ça, vous avez 1 an et demi pour le faire. Ils ont dit, on le fait. Ils sont prêts à prendre des pénalités. Mais derrière, il y a une commande qui suit. Et c'est ça qui ne va pas surtout. Alors, monsieur le sénateur, si je vous ai donné l'impression de penser que tout était perdu, ce n'était pas ma volonté. Je pense d'autant plus qu'il faut mener le combat que j'ai choisi, quand j'ai quitté le gouvernement de mon propre chef, de ne pas aller travailler dans une grande entreprise française, de ne pas répondre aux sollicitations des grandes entreprises américaines qui auraient été très contentes d'avoir le secrétaire d'État français au numérique, et de créer 2 entreprises en France, dont le siège social est à Paris, qui mènent le combat dans l'intelligence artificielle et qui estiment bien que leur objectif, c'est de faire des entreprises mondiales à Paris. Donc, vraiment, si je vous ai donné l'impression de dire que... Mais non, ce que je veux juste dire, c'est que pour pouvoir mener le combat, il faut être lucide. C'est la seule chose que je veux dire. Et la lucidité oblige à dire qu'il faut se retrousser les manches et il va falloir faire des choix qui sont difficiles. C'est comme dans la défense. Les Américains, pardon, je vais le dire très clairement, je ne fais plus de politique donc je peux dire les choses, les Américains mettent dans leur domination du monde l'argent qu'on met dans notre modèle social. Le temps du soft power, vous l'avez dit, est probablement passé. On vient dans un temps, pardon, c'est un anglicisme, mais ça, dans un temps du hard power, où il va falloir faire des choix entre où est-ce qu'on met notre argent, est-ce qu'on le met dans notre domination technologique et dans nos entreprises de défense, ou est-ce qu'on le met dans notre niveau de vie. C'est un peu caricatural,
malheureusement, il y a quand même beaucoup de... Bref. Et donc, je le dis parce que, oui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a des entrepreneurs extraordinaires en France. Octave Klaba en fait partie. Ils ont besoin qu'on les aide. Et pour ça, ils ont besoin de plus d'investissement. Ils ont besoin de marché. Et là, vous avez raison. Il faut arrêter de penser en termes de subventions. Il faut penser en termes de marché. C'est vrai pour la puissance publique. C'est vrai pour les grandes entreprises françaises. Et nous avons changé de monde avec l'élection de Donald Trump. Il faut en tirer toutes les conséquences. Et alors, je vais le dire aussi clairement que je peux. Je pense que l'introduction, pas pour tous les cas, parce que ça ne se discute pas forcément pour tous les cas, mais d'une part de préférence européenne, appelons ça européenne, dans les achats publics, et également, puisque c'était une réflexion que nous avions eue à l'époque, pour certains usages des grands groupes privés français, est nécessaire. Alors, je ne peux pas le dire plus clairement. Ceci, le cœur, le point central du combat, c'est la discussion européenne sur EUCS. Une fois qu'on a fait la déclaration politique, la question, c'est EUCS. C'est est-ce qu'on arrive à mettre de l'immunité extraterritoriale dans ces normes européennes? Si on n'y arrive pas, on fait tout ce qu'on veut, on aura perdu la bataille. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Fabien Genet. Merci, Président. C'était tout à l'heure lorsque vous concluiez votre démonstration en disant que, encore aujourd'hui, vous estimez que le choix de Microsoft, à l'époque, se justifiait. Est-ce que vous pourriez réexpliquer pourquoi, en quelques mots? Parce qu'à l'époque, on avait fait une décision temporaire qui était de dire on commence. Enfin, je dis on parce que je l'assume jusqu'au bout. On commence vite, on fait de la recherche, on le met à disposition. Ils sont plus sécurité. Il y a plus de sécurité, pardon de le dire, mais à l'époque, il y avait plus de sécurité pour les données. Et il y a les chercheurs, les gens qui sont des ingénieurs en machine learning, des chercheurs en machine learning, pourront beaucoup plus vite faire tourner leurs algorithmes sur les plateformes. On fait ça temporairement. Juste, pardon, tout à l'heure, monsieur le sénateur, vous avez dit qu'on a transféré toutes les données. C'est pas vrai, on n'a jamais transféré le SNDS. On a refusé de transférer le SNDS. Non. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des cohortes qui sont... En fait, la manière dont ça se passe, c'est que vous allez chercher des cohortes, vous les mettez dans le Health Data Hub, et vous allez chercher des données SNDS pour certains correspondant à ces cohortes, et vous le mettez dans le Health Data Hub. Aujourd'hui, par exemple, la base de l'assurance maladie, elle n'est pas disponible. Et on n'a pas transféré... Je me souviens très bien, on a dit qu'on ne le ferait pas en 2022. Il n'y a pas eu de transfert de l'ensemble des données. C'est certaines recherches, donc certaines données de recherche qui sont dans cet endroit-là. Et donc, on a dit, on commence, on assure de la réversibilité. Encore une fois, la réversibilité, c'est indispensable, mais c'est compliqué après. Mais au moins, il n'y a rien d'irrémédiable. C'est-à-dire, on n'est pas collé avec Microsoft. On part pour 2 ans, on fait nos recherches rapidement, on laisse les acteurs français se développer, et les Athéniens s'atteindront. Et ça faisait sens, parce qu'on voulait aller vite. Voilà. Si je peux, monsieur le... De façon contractuelle, lorsqu'on passe un contrat avec Microsoft pour qu'il héberge ces données, quelles sont les obligations qu'a Microsoft en termes de protection de ces données et en quoi le fait que ce soit une entreprise américaine, ça présente un risque quelconque? Comment vous l'appréciez, ce risque? Alors, je ne connais pas exactement les conditions de passation du marché. Pour le coup, cette partie-là a été gérée par le HDH. De mémoire, c'était les seuls labellisés hébergeurs de données de santé. Et donc, il y avait des garanties qui étaient en termes de labellisation, à la fois en termes de sécurité et en termes de, j'imagine, de mise à disposition qui étaient importantes. Mais pour être très honnête sur le sujet, je n'ai pas géré la partie purement légale de la mise à disposition. Alors pour le béotien que je suis, et pour le citoyen patient éventuellement, quelle est la garantie qui m'était donnée de savoir que mon gouvernement organisait cet hébergement dans une entreprise, par une entreprise étrangère? En gros, est-ce qu'il y avait un risque que le gouvernement étranger correspondant à la nationalité de l'entreprise puisse accéder à ces données? Alors, de facto, aujourd'hui, il y a toujours un risque, même dans une entreprise française. En fait, la domination américaine des technologies du cloud est telle, y compris chez certains des hébergeurs français dont on a parlé, que vous ne savez pas fonctionner sans technologie américaine. Donc la seule manière
d'avoir zéro risque, c'est de le mettre chez vous et de ne pas faire de cloud. Ce matin, Monsieur le rapporteur. On pose une question à Antoine Carniot, responsable des affaires publiques et juridiques chez Microsoft, et on lui demande: pouvez-vous nous garantir sur serment, devant cette commission, que les données des citoyens français à Microsoft via l'UGAP ou autres ne seront jamais transmises à des autorités étrangères sans l'accord explicite des autorités françaises? Il dit: je ne peux pas le garantir. Quel que soit le cryptage, il ne peut pas le garantir. Ce qui veut dire, quelque part, on a beau faire ce qu'on veut, Microsoft fait une clause de confidentialité, il ne sera même pas au courant qu'on tire les ficelles derrière. C'est tout. Mais vous avez raison, monsieur le sénateur. Je veux dire, personne ne nie l'énorme domination américaine dans la technologie du cloud, qui nous rend tous dépendants, y compris une partie des clouders français qui tournent sur des machines virtuelles américaines. Je n'aurais pas cité de nom. Mais oui, ils ont une avance qui est monstrueuse. Alors, si on le tempère un tout petit peu, tous les pays du monde ont ce problème-là, y compris les États-Unis. Même les États-Unis, aujourd'hui, ne sont pas souverains technologiquement sur toute leur architecture technologique. Je vous prends un exemple, les stations téléphoniques. Il y a aujourd'hui, en Occident, 3 fournisseurs de stations de base 5G, Ericsson, Nokia et Samsung. Il n'y a pas de fournisseurs américains. Ce qui veut dire, concrètement, que toutes les communications téléphoniques américaines, y compris les communications cryptées téléphoniques américaines, passent sur du matériel qui n'est pas américain. Ils ont fait le même choix que nous. Ils n'ont pas décidé d'attendre qu'il y ait un opérateur américain qui sache le faire pour déployer la 5G. Ils ont accepté de déployer la 5G. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait la même chose que nous. Ils ont dit: on déploie la 5G parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je me souviens très bien, il y a même eu des rumeurs d'OPA hostile des Américains sur Ericsson parce que ça rendait fou le gouvernement américain, qui était le même que celui d'aujourd'hui à l'époque, d'avoir une faiblesse technologique. Et ils ont regardé la question des normes. Donc les Américains poussent énormément le standard Open RAN pour essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres hébergeurs. Mais pour de vrai, tout le monde fait cet arbitrage. Et même les Américains, il y a 2 entreprises européennes qu'on devrait chérir comme la prunelle de nos yeux, elles ne sont pas françaises. Dans la 5G, Ericsson et Nokia, et ASML dans l'intelligence artificielle. Toutes les puces d'intelligence artificielle ont été imprimées par une entreprise néerlandaise qui s'appelle ASML. Toutes les puces de NVIDIA, toutes les puces TSMC, etc. Aujourd'hui, dans les négociations avec les Américains, on a 2 énormes atouts, c'est la 5G et ASML. Là, on est en monopole européen. Bref, tout ça pour dire que la complexité des questions auxquelles on est confronté en tant que gouvernement français, heureusement, il reste encore quelques secteurs où ils dépendent de nous. Mais oui, on dépend d'eux dans le cloud pour beaucoup d'utilisations. Ils ont une avance technologique. Enfin, aujourd'hui, vous prenez la capitalisation boursière d'OVH, c'est 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Amazon, c'est 2000 milliards d'euros. Je veux dire, en fait... donc on peut faire des choses, on le voit dans l'intelligence artificielle, on voit émerger, y compris aux États-Unis, en France, des acteurs du calcul dans l'intelligence artificielle, parce que sur ces nouvelles technologies, en fait, il y a une espèce de... On rattrape, mais je ne vais pas vous dire qu'on est au même niveau qu'eux. Genre, on a des super boîtes, c'est vrai, mais ils ont 10 ans d'avance. C'est malheureux. Je pense que c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui de l'Europe, parce que ça fait que vous, moi, on a des téléphones américains ou chinois qui sauvegardent. J'imagine que tout le monde ici sauvegarde ses données dans des clouds américains. Je veux dire juste... parce que pourtant, il y a des fournisseurs français. Bref, oui. Donc il faut se battre. Voilà. Moi, j'essaie de faire ça à mon niveau. Maintenant, je suis entrepreneur. Le reste, c'est votre mission. Merci, monsieur le ministre. Merci pour vos réponses. Si d'aventure vous souhaitiez apporter des compléments, des précisions à l'issue de cette audition, nous vous invitons à le faire avant la fin de cette semaine. Si de notre côté, nous souhaitions aussi communication de documents écrits, alors je pense que la note dont vous avez fait mention, issue du ministère de la Santé, est probablement la même que celle qui a été évoquée par la ministre Buzyn, mais si ça n'était pas le cas, nous nous en assurons. En tout cas, merci pour vos réponses et pour votre témoignage. Merci beaucoup.